nous suivez à partir de Kinshasa, la République démocratique du Congo, en Afrique centrale. Vous êtes très nombreux. Vous avez réagi à nos précédentes émissions. Vous avez aimé M. Katch. Vous avez dit qu'il était un homme qu'il faut ramener sur le plateau. Vous avez aimé M. Yamoung. Vous avez aimé les thématiques que nous avons développées sur la conscience africaine, et sur le chemin que l'Afrique est en train de suivre progressivement vers sa liberté totale, qui est d'abord et avant tout une liberté de pensée, et qui elle-même va engendrer une liberté d'action et finalement des destins. Nous sommes donc sur cette lancée-là pour trouver les voies et moyens pour pouvoir combiner les opportunités que l'histoire nous offre aujourd'hui en tant qu'Africains, mais aussi notre volonté d'aller de l'avant et de construire une civilisation qui soit digne de ce que nous ressentons déjà au fond de nous-mêmes. Nous sommes grands, nous, Africains. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un jeune, c'est relatif, hein, vous allez me dire, mais quelqu'un qui a suivi un parcours exceptionnel, qui est allé à l'école des Blancs, où il a appris beaucoup de choses, et qui est revenu, qui a décidé de revenir en Afrique, de s'installer pour mettre en place l'école d'Afrique. C'est un jeune parce que son œuvre vient à peine de commencer, mais déjà, il est précurseur dans les domaines qu'il a choisis. Aujourd'hui, nous avons voulu parler de trois thèmes, trois concepts, en fait, dans une seule thématique. Nous parlons de la culture, nous parlons de la langue et nous parlons de la liberté. Comment, grâce à la langue, nous pouvons engendrer une culture de liberté. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Ntale Tshisambo. Bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'avoir accepté. Je sais que ce n'est pas facile de se libérer. Vous êtes un homme très chargé. Vous avez accepté donc de venir sur ce plateau pour nous parler un tout petit peu, pour exprimer votre conviction, exprimer votre cri de cœur, parce qu'à ces niveaux, c'est un cri de cœur et vous voulez que ce soit un cri de ralliement. Un jour, ça devient une dynamique nationale. Qui êtes-vous finalement, M. Ntale, pour mes téléspectateurs? Vous êtes CEO, vous avez une entreprise mise en place, vous travaillez dans les numériques. Vous êtes parmi les personnes qui sont en train d'amener le pays vers le plein numérique. Votre entreprise, c'est les MITC. Mais nous ne parlons pas de numérique aujourd'hui, parce que nous allons évoquer un tout petit peu la question. Mais vous êtes venu ici parce que vous êtes intéressé par la culture, vous êtes intéressé par l'Afrique, et vous pensez, vous, qu'il est possible aujourd'hui d'enseigner dans les langues africaines les sciences. Nous devons nous approprier le savoir, la technologie, la technique dans les langues que nos ancêtres nous ont léguées, ces langues qui correspondent bien à notre âme. Voilà votre credo. Ainsi, en lisant un peu la littérature, en quelqu'un qui vous présente, hein, il me dit, M. Ntale, il travaille profondément sur l'effectivité de la renaissance africaine et du réaménagement du système éducatif. À ce titre-là, vous êtes aussi promoteur d'une ASBL, que vous appelez ASBL Toyekola. Voilà l'entrée en matière. Nous allons donc revenir un peu aux fondamentaux. D'abord, qu'est-ce qui vous pousse à revenir? Alors que tous les jeunes ici, quand ils sont en Europe, vous êtes allé plus loin, au Canada. Quand les gens partent de ce pays, ce n'est pas pour revenir. Ils vont vers l'Eldorado. Mais vous revenez, pourquoi? Moi, c'est au-delà du côté pertinent et rationnel, moi, c'est une histoire de ma vie. Moi, ce qui m'a rallié d'abord à mon pays, c'est mon identité, mon nom. Pour la petite anecdote, lors de mon école maternelle, j'avais un prénom, en fait, que j'ai toujours, c'est Lionel. Lionel. Oui. Et donc, ma maîtresse de maternelle m'appelait Lionel. Je ne réagissais jamais. Et quand ma mère venait me chercher à la maternelle, elle m'appelait Ntale. Alors, le jour où elle interpellait ma mère, elle lui dira, oh, mais il y a un mot que vous utilisez pour que votre enfant vienne. Nous, on l'appelle Lionel, mais il ne vient jamais. Je dis non, il n'est pas un mot spécial. Et puis, elle m'appelle Ntale, il vient. Mais c'est ça le mot en question. Je dis non, c'est son nom. Et donc, partout, moi, quand on m'appelait Lionel, je n'aimais pas. D'ailleurs, si on veut consommer vraiment une relation profonde avec moi, c'est à travers le nom de Ntale. Bon, ça, c'est pour la petite anecdote. Pour ce qui est du côté rationnel, mais moi, mes parents sont congolais. Mes parents, mes arrière-grands-parents, et si on retourne jusqu'aux origines les plus profondes, elles sont totalement africaines. Je n'ai nulle part d'autre où aller que dans une réflexion la plus poussée dans l'Afrique.
Par conséquent, quoi de plus naturel, dès qu'on a les moyens de rentrer au pays, de se retourner vers son pays. Ça devient de plus en plus logique. Il faut maintenant trouver un moyen d'apporter une pierre à l'édifice de la construction du pays. Vous étudiez donc au Canada. Vous y faites combien d'années? Au Canada, j'ai fait 4 ans. Pour terminer les études? Non, les études, elles sont restées en chemin d'ailleurs là-bas. D'accord. Donc vous avez fait les sciences commerciales et les sciences politiques. Oui. Ok. Alors, vous revenez au pays et comme vous mettez en place une société. Oui. Comment ça fonctionne? Je saisis l'opportunité. Je remarque que d'abord, j'avais toujours un penchant pour l'informatique que j'ai appris de manière empirique. Et j'ai remarqué une opportunité, effectivement, que les gens voulaient communiquer, savoir qu'est-ce qui se passait à l'autre bout du monde. J'ai trouvé maintenant l'Internet. Justement, c'est le moyen de télécommunication aujourd'hui par essence pour communiquer sur le monde, avec le monde entier. Et je me dis, non, bon, donnons maintenant l'Internet aux Congolais au prix qui serait le plus attrayant. Et surtout, mais qui répondrait à leur technicité. Parce que dans l'Internet, il y a beaucoup de moyens de communication, il y a beaucoup de technologies, il n'y a pas que ce que vous connaissez. Et vu la taille du pays, parce que la taille de notre pays est continental, il faut quand même rappeler qu'entre Kinshasa et Lubumbashi, c'est 2000 km, et ben, il fallait des moyens de télécommunication qui nous permettraient d'asseoir cette unité nationale. Et moi, je me suis dit qu'à travers cette technologie-là, je pourrais le faire. Vous avez donc mis en place la société qui fonctionne. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes parmi les pourvoyeurs d'Internet. Oui. Très bien. Donc, pour ceux qui nous suivent, voilà un des employeurs. Dans les cas où ça vous intéresserait, n'hésitez pas, la technicité est là. Mais M. Ntalé, vous ne vous contentez pas seulement de gagner des marchés, de faire entrer de l'argent dans votre caisse, ce qui est normal. Mais vous décidez de mettre en place l'ASBL Toyekola, et vous prenez comme focus la langue. Pourquoi? Mais parce que pour moi, une nation, c'est un corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que mon bras est malade, mais ma jambe va bien, donc je suis en bonne santé. Non. Il faut que l'ensemble du corps se porte bien. Et pour savoir ce qui se passe à tous les bouts du corps, il faut communiquer. C'est-à-dire que ce que je veux faire comprendre par là, c'est que les moyens de communication, il faut que tous les Congolais puissent se comprendre, puissent communiquer. Et pour ça, il faut choisir une langue étatique qui va pouvoir réunir tous les Congolais derrière le projet civilisationnel du Congo. Et c'est là que je me suis dit, asseyons-nous, regardons quelles sont les langues qui sont à nos dispositions. Depuis les années 60, on a su reconquérir notre pays à travers la chanson aussi. Effectivement, le projet politique du Lumumba a réussi, il est arrivé à terme, il nous a donné notre pays aujourd'hui, mais il y a des accompagnateurs. Et aujourd'hui, si les Congolais connaissent la table ronde, très rares sont ceux qui savent ce qui a été dit, mais tous connaissent la chanson. Indépendant Tchatcha. Mais toutes ces chansons-là ont été chantées par, on pourrait dire, des Congolais qui ne sont pas origines de l'espace lingalaphone, mais ont été chantés en lingala. Et là, par conséquent, c'est ça aujourd'hui, c'est cette langue qui fait symbole d'unité nationale, et c'est pour ça que je me suis penché. Et puis bon, œuvrant à Kinshasa, c'était aussi logique. Donc vous avez choisi de mettre en place l'ASBL Toyekola. C'est quoi exactement? L'ASBL Toyekola aujourd'hui, elle prépare les enfants à recevoir l'enseignement en lingala à travers des activités extrascolaires. C'est-à-dire on passe une fois par semaine à Kingasani. On a à peu près en moyenne 50 enfants avec lesquels on travaille. On leur apprend des cours d'anatomie, des cours de biologie de base. On leur donne surtout beaucoup... Tout ça en lingala? Bien sûr. Mais alors j'espère que la régie est informée pour nous montrer quelques images en illustration de ce qui se passe évidemment à Kingasani, parce que c'est ici et c'est maintenant. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain. M. Ntalé a décidé de le faire et il le fait maintenant. Alors, vous créez l'ASBL et vous faites comment pour pouvoir insérer cela parmi les enfants? Parce que bon, on apprend les mathématiques en lingala? Oui, tout est faisable en lingala. On n'est pas les premiers non plus. Il y a déjà même des instituts qui ont été créés, d'ailleurs même à Kingasani même, qui faisaient ce travail-là. Mais nous, comme ce sont des activités parascolaires, on s'est beaucoup plus concentré sur, par exemple, l'hymne national. Et puis, bon, comme on a aussi beaucoup d'enfants qui ont des âges assez différents, c'est encore assez difficile de faire un programme par catégorie d'âge, parce que nous, on prend entre 6 et 12 ans.
Donc effectivement, on ne peut pas avoir un programme aussi structuré qu'une école, mais apprendre l'anatomie, apprendre la biologie, c'est faisable aussi, apprendre les couleurs par exemple. Alors, qui enseigne finalement? Les Congolais? Qui connaissent les Lingala? Bien sûr. Et les Lingala que l'on enseigne n'est pas les Lingala que l'on parle. Malheureusement. Malheureusement. Et ça, c'est une tendance que toutes les langues aujourd'hui, elles ont à s'appauvrir. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir, même en France, les Français ne savent plus parler français. Alors, il faut pas que les Quinois et les Congolais en aient honte. Très souvent, on dit, oui, bon, on ne sait même plus parler nos langues. Oui, c'est une problématique qui est mondiale. Aujourd'hui, la médiocrité commence à s'installer, mais nous, les Congolais, on a dit non. On a dit non à travers les activités comme Toy et Cola. Et aujourd'hui, on voit la vitesse à laquelle nos enfants apprennent. Des fois, elle est extrêmement stupéfiante. Alors, les premiers résultats, bon, vous prenez les enfants en dehors des heures d'école et ils apprennent, c'est une ONG qui s'en occupe. L'école est payante? Non, on n'a pas encore été payant jusqu'à présent parce qu'on avait d'abord voulu faire comprendre aux parents l'importance de l'enseignement. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on prend congé des activités, on a des problèmes parce que les parents sont vraiment trop intéressés par ces activités. Ils veulent que les enfants viennent et parlent en lingala. Au-delà de parler en lingala, les parents ont compris une chose. Le lingala est porteur de science. C'était quelque chose qui était totalement en dehors de leur imaginaire. Moi, j'ai des parents avec lesquels j'ai parlé là-bas qui m'ont dit que non, donc mon enfant aussi peut étudier en lingala, peut s'exprimer, peut faire la science en lingala. Je fais, mais oui, bien sûr. Il y a un enfant qui dit, non, moi, je veux être informaticien comme toi aussi. Je fais, on peut donc devenir informaticien en lingala. Bien sûr. Toutes les langues peuvent apporter le savoir. Bien sûr. Il n'y a pas que le français. Voilà. Donc, nous allons évidemment continuer ce débat qui est intéressant. C'est une problématique qui n'est pas simplement congolaise. En Afrique, cette question se pose. Et beaucoup de pays africains, nous sommes un tout petit en retard. Grâce à Dieu, des gens comme Tali Tshisambo et s'y penchent aujourd'hui. Alors, pour qu'ils ne soient pas isolés, nous allons essayer de suivre ces reportages qui a été réalisé dans un pays africain où la question a été posée, comment enseigner les matières scientifiques dans les langues africaines. Problématique qui est déjà aujourd'hui en train d'être réglée par l'ASPL Toy et Cola. Suivons. Bonjour Ismaël. Bonjour Ismaël. Comment allez-vous? Comment ça va? Je vais bien et vous? Bien, très bien. Alors qu'est-ce que vous avez prévu pour nous ce matin? Oui, aujourd'hui, sorry, let me just go back to some English. There is an ongoing debate in Nigeria. Il y a un débat en cours au Nigeria sur l'utilisation de langues locales pour l'enseignement des matières scientifiques et technologiques dans les écoles. En ce moment, l'anglais est la seule langue utilisée dans cette optique et les manuels sont imprimés dans la langue reine. Le ministre nigérian de la Science et de la Technologie a laissé entendre au début de cette année que le pays envisage d'enseigner des matières scientifiques et technologiques dans les 3 langues indigènes majeures du pays. Pour le gouvernement, cette initiative incitera les élèves à s'intéresser aux sciences souvent négligées à cause des langues utilisées pour leur enseignement. Mais des acteurs disent que cette option semble impossible en raison du manque d'enseignants des sciences exactes pouvant parler les langues locales d'une part et du fait des origines ethniques diverses des étudiants d'autre part. En dépit de ces réticences, le gouvernement a reçu le soutien de l'émir de Kano, Mohamed Sanoussi, qui a invité les autorités à traduire les enseignements scientifiques en langue locale pour une bonne compréhension. La semaine dernière, le Conseil universel d'éducation de base de l'État de Benue a déclaré qu'il avait commencé à traduire les manuels scientifiques dans sa langue. Seule sa mise en œuvre déterminera dans quelle mesure cela pourrait être possible. La Tanzanie y est parvenue. La langue locale de ce pays est désormais utilisée dans l'enseignement depuis 2015. L'anglais était utilisé au niveau du secondaire jusqu'à l'université. Le Kiswahili est maintenant la seule langue du cursus scolaire. The schooling years. Now to some drone technology and la technologie des drones est passée des appareils lourds à des engins légers et faciles à contrôler. La semaine dernière, la société chinoise de technologie DJI a dévoilé son dernier drone caméra appelé Spark. Ce drone peut tenir dans la paume et est aussi léger qu'un téléphone cellulaire ordinaire. Il peut être contrôlé presque entièrement avec des gestes de la main et c'est le premier drone à accomplir cette prouesse. Vous pouvez... Voilà, le sujet nous a été un peu proposé. C'est au Nigeria. Le combat est un combat qui commence. Les Africains ressentent le besoin de développer leur langue et d'enseigner dans ces langues.
Et si c'était impossible, ça ne se ferait pas en Tanzanie. Parce qu'en Tanzanie, c'est le Swahili. Et si chez nous, pour certaines générations, nous par exemple, quand nous étions enfants, à l'école primaire, à l'époque du parti État, nous avons appris en Swahili, ce qui était dans l'espace Chiluba, apprenez en Chiluba et Lingala, ainsi de suite. Donc c'est quelque chose, une espérance qui peut nous être utile. Alors maintenant, quand vous abordez la question, vous la voyez, aujourd'hui c'est une ONG, mais vous la voyez comment? Dans quel est l'intérêt que nous avons de nous investir? Et ce ne serait pas une perte de temps parce que nous avons déjà les Français? Non, si c'était une perte de temps, je ne le ferais pas. Non, effectivement, il faut bien saisir l'importance de cette mission qu'on s'est donnée. Aujourd'hui, on ne peut pas faire la science sans aller dans le plus profond de ce qu'on a déjà produit au point de vue intellectuel. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, si on veut comprendre les mathématiques, la plupart des historiens vous diront que les mathématiques ont commencé avec l'os d'Ishango il y a moins 20 000 ans, ici, sur les terres africaines, à l'est de la RDC. Bon, alors, si on remonte vers nous, tous les gens de l'os d'Ishango jusqu'aux invasions belges, il n'y avait aucun locuteur francophone. Donc si on doit commencer à interroger notre histoire, comment le faire si aujourd'hui on ne le fait pas dans nos langues? Ce n'est pas possible. Ce qu'on doit se donner comme mission, et ce devrait être une mission même constitutionnelle, le Congo devrait donner à chaque nation qui constitue son peuple le devoir de conserver sa culture. À partir du moment où il conserverait ses cultures et son histoire par conséquent, elle pourra réenchérir maintenant le patrimoine commun du Congo, les connaissances congolaises, et par conséquent, nous permettront de toucher de nouveaux firmaments. C'est pour ça que Toyekola est là. C'est pour sauver le Lingala. Parce qu'aujourd'hui, même sur l'origine du Lingala, le Lingala qu'on parle aujourd'hui, celui qu'on parle à Kinshasa, il y a beaucoup à dire. Il y a vraiment beaucoup à dire, et c'est ça qu'on fait comprendre aux enfants. Qu'aujourd'hui, parler en Lingala, ça veut dire consommer toute une histoire qui a plus de 600 ans. Alors, l'histoire conservée par nos langues ne peut être préservée et conservée que par les locuteurs qui en connaissent l'essence. Où est-ce que les scientifiques apprennent le lingala scientifique? C'est compliqué. Bon, le problème aujourd'hui, c'est la considération que l'on veut donner à la science. Aujourd'hui, pourquoi vous ne voulez pas considérer qu'un pêcheur qui éventre son poisson fait la science? C'est ça le problème. Quand il éventre le poisson, il l'ouvre, il retire chacune des organes. Il les connaît, il les énumère, il les nomme. Il connaît le temps de putréfaction de ces organes-là. Il sait qu'un poisson éventré prend autant de temps pour pourrir, donc il faut chercher soit la conservation par le froid, soit faire le fumage, etc., etc. C'est là où est la science. C'est là l'essence même de la science. Et là, des locuteurs lingalophones qui le font, il y en a beaucoup. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, je me rappelle, juste en considérant justement la langue, il y a un de nos aînés qui nous a quittés, bienvenue Séné. Un jour, il s'est promené dans un marché vers Upen, et il cherchait le mot nerf en lingala. Ça le troublait, et puis il a vu une maman qui justement était occupée d'éventrer un poisson, et puis il fait, mais maman n'ayeba nerf ezalani na lingala. La maman lui dit non, je ne sais pas c'est quoi. Puis à un moment elle retire un nerf, elle fait mais elou quoi na ezalani? Mais oh ezamotungu. Mais de là, il a fait la découverte. Voilà. Maintenant, quand vous allez plus loin, dans le champ sémantique de Motongu, qu'est-ce que vous voyez? Kotungisa. Donc, c'est-à-dire, voilà. Kotungisa, donc, banner et Zotungisa. Voilà. Donc, c'est-à-dire que de là, on peut commencer à produire beaucoup de sens. En tout cas, littéraire, c'est facile à faire. Aujourd'hui, le travail est énorme, juste avec le Lingala. Mais n'oubliez pas, le nombre de nations qui constituent le Congo est énorme. Si on devait faire ce travail pour toutes les langues, il y a de quoi écrire des livres à s'enrichir jusqu'au milliard. Alors, il faut vraiment que notre spectateur comprenne bien. Peut-être que M. Ntal le dit simplement, mais il dit des choses extrêmement importantes. La langue que vous pratiquez porte des concepts qui ont été élaborés par une longue expérience. Et cette expérience remonte au fondement même de notre propre identité en tant que Noirs, en tant qu'Africains. Donc, en étudiant dans nos langues, nous trouvons la connexion avec nos ancêtres. Parce que aussi grand que vous soyez, si vous parlez que français, eh bien, votre mental ne remonte qu'en 1885. Mais si vous parlez lingala, vous parlez chiluba et d'autres langues, kikongo,
eh bien, vous êtes en tout cas à Banzangongo. Ça, c'est 13e, 11e, 12e siècle. C'est pourquoi je voudrais vraiment que vous puissiez réinsister sur cette expérience. Parce qu'elle doit être personnelle pour qu'elle soit bien comprise par la collectivité. Personnellement, quand vous commencez à apprendre le lingala, vous-même, qu'est-ce que vous avez découvert quoi? Parce que vous n'êtes pas un Kinois, M. Ntale. Oui, et d'ailleurs, justement, je crois que c'est l'expérience de ma vie peut mettre le mieux en exergue l'importance de la langue. Moi, je suis arrivé ici, la première fois que j'ai vu mon pays. La première fois, c'est en 2002. Avant ça, donc de 1986 jusqu'à 2002, je ne voyais mon pays qu'à travers des écrans interposés. J'arrive ici, je suis totalement étranger à mon pays. Culturellement, donc c'est-à-dire j'ai écouté même pas notre musique, je parlais français certes, mais je savais que j'étais congolais, mais sans plus. Au fur et à mesure maintenant que je fréquente l'école, je commence à comprendre le lingala. Je commence à comprendre la mentalité quinoise. Je commence à comprendre les discours de Mobutu. Parce que les discours que Mobutu adressait à la nation zaïroise, les plus pointus, étaient en lingala. Oui, quand il voulait s'adresser au monde, il le faisait en français, il le faisait très bien certes, mais quand il voulait entrer en communion avec sa population, il a toujours fait en lingala. Et là, c'est là que je me donne la pertinence de le comprendre, de comprendre le pourquoi de son échec et de comprendre le pourquoi de ses réussites médiatiques. Mobutu, sa grande réussite médiatique, c'est d'avoir pu saisir très tôt que c'était en faisant ses communications dans une langue congolaise, zaïroise de l'époque, qu'il touchait l'âme maintenant du zaïrois. Mobutu n'a pas eu besoin de parler swahili à Bukavu. Il venait en lingala à Bukavu. Il venait en lingala à Mbujimaï. Il venait en lingala à Kasumbalesa. Il venait en lingala partout. Et tout le monde l'identifiait comme le chef de la nation. Il a su justement utiliser cet outil de communication pour nous mettre tous dans le même pot. Moi, maintenant, quand j'arrive ici, au fur et à mesure, je me rends compte qu'au fur et à mesure, j'arrive à communiquer avec toutes les strates sociales aussi. Parce que c'est facile, quand on parle français, on peut fréquenter un petit bourgeoisie contrador. Ouais. C'est facile. Mais si aujourd'hui on veut connaître le quinois, c'est-à-dire la maman maraîchère, on ne le fait plus en français. Il y a une réelle barrière. Si je non, bonjour maman, oui bonjour, comment allez-vous? Ça ne marche plus. Mais dès que vous arrivez, bonne maman, bien. Voilà. Et là, directement, vous devenez l'enfant. Ah, moi, là. Donc, c'est comme ça qu'on peut tisser des relations dans un quartier, dans une ville, dans une communauté. Je l'ai identifié très tôt et maintenant que j'ai un enfant, je me suis dit, mon enfant risque d'avoir les mêmes tares que moi. Comment le préparer le plus tôt à avoir un avenir plus radieux que moi? À pouvoir lui aussi l'utiliser comme un de ces catalyseurs qui va pouvoir réunir tous les Congolais derrière la mission civilisationnelle qu'on va vouloir donner à ce pays. Une partie a déjà été décrétée parce que Lumumba nous a dit, oui, mais il y a encore beaucoup à faire. Lumumba nous a donné le pouvoir politique, mais il faut maintenant libérer les esprits. Il faut le pouvoir culturel. Voilà. Et c'est à travers la culture que ça doit être fait. Moi, j'appelle tous les Congolais, quelle que soit la complexité de leur langue, quel que soit le nombre de locuteurs, quelle que soit la durée qu'a eu leur nation, à conserver cette culture-là. On en aura besoin si on veut réellement devenir des vrais Congolais. Je l'ai tout à l'heure dit et nous avons suivi l'élément de nos confrères d'Africa News, c'était au Nigeria. Maintenant, nous allons suivre un deuxième élément qui va nous permettre d'accentuer, surtout dans l'espace francophone, comment se déroule cette problématique. J'espère que je suis en accord avec la régie, si c'est possible. Enseigner les langues africaines dans les écoles africaines, c'est toujours la même problématique, ici évoquée par une spécialiste qui nous vient du Togo, mais qui pose la même problématique. Si cela est en accord avec moi, nous pouvons suivre ce deuxième élément. Panafricains qui souhaiteraient voir une Afrique beaucoup moins coloniale. Il est vrai que dans la plupart de nos pays, notamment dans les pays dits francophones, c'est-à-dire les pays qui ont pour langue officielle le français, l'on n'utilise pas trop nos langues locales dans l'enseignement. Je dirais même que dans certaines écoles, c'est carrément banni de parler une langue autre que le français. Nos langues locales sont réduites au rang de vernaculaire, de patois, de dialectes, et c'est seulement les dialectes occidentaux, ou bien plus précisément les dialectes européens, qui ont le droit de bénéficier de titres de langue et qui méritent d'être étudiés dans la profondeur la plus ultime.
Dans le cursus togolais, eh bien, je prends toujours l'exemple du Togo parce que c'est mon pays d'origine, c'est mon pays d'ailleurs, pas seulement d'origine, c'est mon pays, un point, un trait. Donc, au Togo, par exemple, dès l'école primaire, on apprend le français, du CP jusqu'en terminale et même à l'université, dans plusieurs filières, on continue l'apprentissage du français. À l'école primaire, c'est l'étude de texte, la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison. Au collège, on ajoute la lecture expliquée, suivie et dirigée, si j'ai bonne mémoire, qui remplace l'étude de texte. Et puis au lycée, c'est la rédaction, les techniques de rédaction, etc., etc. Mais dans un pays comme le Togo, nous avons 3 langues officielles. Nous avons le français, nous avons l'évé, nous avons le kabye. Mais le français est la langue principalement utilisée dans les administrations et dans les écoles. Bon, ça se comprend à un moment donné, jusqu'à un certain niveau, étant donné que nous avons été colonisés par les Français. Mais ce qui me choque, c'est que 50 ans après les soi-disant indépendances, si nous sommes vraiment indépendants, nous n'avons malheureusement pas été en mesure d'intégrer nos propres langues de façon sérieuse dans nos cursus scolaires, parce que au Togo, par exemple, au collège, nous avons la possibilité de choisir entre le kabye et l'évé en 4e et en 3e, mais j'ai bien dit la possibilité de choisir parce que ce sont des matières facultatives et nous les apprenions au maximum 2 heures par semaine. Mais quant au français, on passait en moyenne 5 heures par semaine à étudier le français, à étudier la littérature française, les figures de style, la rédaction, la poésie, etc. Et j'en passe. Mais quand il est question de nos langues, on se limite au minimum, au strict minimum. Ce qu'on nous apprend au collège, par exemple, moi j'ai fait l'évé en 4e, c'est quoi? C'est les choses aussi banales comme les jours de la semaine, les doigts de la main, les saisons de l'année, les mois de l'année, et ça s'arrête là. Ce qui veut dire que quand un élève togolais a le BEPC, eh bien son niveau en évé ou en kabye, s'il a choisi d'ailleurs de le faire, se limite à un niveau qu'aurait un enfant de CP en français. C'est-à-dire qu'un enfant de CP en français aussi connaît les jours de la semaine, les doigts de la main, pour ceux qui arrivent à assimiler les cours correctement. Et donc, c'est vrai, je trouve cela très déplorable. Malheureusement, non seulement nous apprenons le français, nous faisons du français notre priorité, c'est que à partir de la 6e jusqu'en terminale, on nous rajoute l'anglais. On apprend l'anglais. Et maintenant, au lycée, pour ceux qui choisissent de faire la littérature, il faut encore choisir entre l'allemand ou l'espagnol et avant le latin. Bon, maintenant, je ne sais plus. Il y a certaines écoles qui continuent avec le latin. Ce qui veut dire que les options que nous avons comme matière obligatoire, ce sont des langues européennes ou des langues européennes ou des langues européennes. Donc, tu peux banalement, à la fin de ton bac, à la fin de tes études primaires et secondaires, être correctement fluide dans 3 langues européennes, mais ne pas être fluide dans tes langues locales si tu n'as pas eu la chance d'avoir des parents qui en parlent à la maison ou d'avoir vécu dans un environnement avec des gens qui s'expriment énormément dans les langues locales. Et bon, j'ai eu la chance d'avoir eu des parents qui parlent une langue locale togolaise et puis d'avoir vécu dans un milieu où une autre langue locale togolaise est parlée, ce qui m'a permis d'apprendre 3 différentes langues locales en plus de ce que j'ai appris un tout petit peu à l'école sur l'évé. Et je trouve cela vraiment dommage parce que en ce 21e siècle, nous ne pouvons pas continuer à réduire nos propres langues au stade primaire, à les voir comme des dialectes, à punir les enfants parce qu'ils parlent leur langue à l'école et continuer pas être la risée de tout le monde un peu partout. Il y a plusieurs peuples qui ont subi des colonisations. Nous avons par exemple l'Espagne qui a été colonisée par les Arabes pendant 500 ans, même s'ils aiment oublier ces passages de leur histoire. Mais les Espagnols, ils parlent espagnol, ils ne parlent pas arabe. Certes, il y a peut-être quelques mots en espagnol qui dérivent encore de l'arabe, mais les Espagnols, ils s'expriment en espagnol. Et nous avons d'autres peuples, les exemples sont légion. Pourquoi nous ne essayons pas de mettre l'accent sur nos langues? Si par exemple, étant donné que les langues sont déjà officielles, si on imposait une langue locale à nos enfants dans les écoles, en plus d'une langue étrangère, moi je ne vois pas le problème à être polyglotte. Et on pourrait même faire l'effort de faire de façon à ce que, à l'école primaire par exemple, on peut apprendre une langue locale ou bien le français. Au collège, on nous impose une autre langue africaine, c'est-à-dire qu'au Togo, on peut choisir entre le Yoruba, le Lingala, l'évé, je ne sais pas, l'Ashanti, bon, le Twi pour les Ashanti, etc., etc. On peut choisir une autre langue africaine et au lycée, maintenant, on choisit une autre langue européenne ou asiatique, une langue
non continentale, c'est-à-dire une langue qui n'est pas propre à l'Afrique. On a cette option, on a cette capacité, mais malheureusement, on préfère mettre la priorité sur les langues européennes. Si c'est pas le français, c'est l'anglais. Si c'est pas l'anglais, c'est l'allemand. Si c'est pas l'allemand, c'est l'espagnol. Si c'est pas l'espagnol, c'est l'italien. Et nos propres langues sont vues comme des langues primitives. C'est passé au stade secondaire. Et il y en a qui diront que bien nos langues, c'est parce qu'on ne les écrit pas, mais c'est faux. Nos langues peuvent être écrites. D'ailleurs, les Américains, ils envoient leurs jeunes volontaires du corps de la paix qui viennent dans nos pays, et quand ils sont placés dans des villages particuliers, ils apprennent à écrire et à parler les langues de ces villages. Mais malheureusement, nous-mêmes qui sommes ressortissants de ces pays, nous n'apprenons pas ces langues. Et ce sont les autres qui le font, qui apprennent à nous connaître mieux que nous-mêmes. Et c'est extrêmement dommage. Donc, on ne peut pas passer toute notre vie à apprendre les langues des autres et ne rien apprendre pratiquement de nos langues. Et en faire des matières facultatives, c'est-à-dire que si tu veux, tu le fais, si tu ne veux pas, tu ne le fais pas. Alors les élèves qui veulent échapper à des matières ennuyeuses comme la couture préfèrent faire l'EV ou le cabier, etc., etc. C'est très dommage, il faudrait que cela change, mais comment est-ce qu'on pourrait le faire? Eh bien, là-bas vient encore le problème politique. Là vient le problème politique parce qu'il faudrait que nos dirigeants fassent un effort pour réviser nos programmes scolaires, ce qui n'a pas été fait. Mais cela ne se fera pas non plus sans la pression des populations, sans les dénonciations venant des élites africaines. Mais est-ce que cela est fait? Il y en a qui me diront que bon, voilà, tu critiques le français, tu parles le français. Mon problème, c'est pas de parler le français. Je peux parler plusieurs langues. Si je le souhaite, mais encore je dis bien si je le souhaite, mais le français dans ce cas-ci a été imposé aux enfants africains dès le bas âge, dès l'école primaire. Nous n'avons pas eu la chance d'étudier nos propres langues comme ça a été le cas avec la langue des colonisateurs. Et comment est-ce que nous pouvons comprendre notre culture, nous pouvons étudier notre culture dans la plus grande profondeur sans connaître nos langues de la façon la plus appropriée. C'est très troublant. Et cela doit changer. Et pour une Afrique vraiment unie, il faudrait que l'on s'entende sur certaines grandes langues parlées par la plupart des populations dans les différentes régions. En Afrique de l'Ouest, nous avons par exemple le Haoussa qui est parlé un peu partout. Nous avons en Afrique de l'Est le Swahili également qui est très parlé. Et dans chaque région, il y a une langue qui est plus parlée que d'autres. On peut choisir ces langues et en faire des langues officielles de ces régions. Et ensuite, on laisse la possibilité aux élèves de choisir, d'apprendre l'une de ces langues. On peut apprendre le Hausa ou on peut apprendre le Swahili. Mais il faudrait qu'on ait plus de choix africains. Il faudrait qu'on ait plus de choix africains et moins de choix européens. On ne peut pas nous imposer l'apprentissage de la langue des autres et faire de nos langues des matières facultatives. C'est une honte. Et ça doit vraiment changer. Alors, cette vidéo était principalement sur cette question. Voilà, Monsieur Ntale, quand vous suivez un tel plaidoyer, c'est un cri de cœur. C'est une femme, en plus, qui nous parle, qui parle à la conscience. Quelle est votre réaction? Vous vous sentez encouragé? Bien sûr, c'est ça qui nous a motivés à mettre Toyekola en place. Et puis la plupart des réalités qu'ils vivent au Togo, on les vit au Congo aussi. J'étais très surpris quand j'ai commencé mon cursus scolaire ici au Congo. On interdisait aux gens de parler le lingala à l'école. Alors, il y avait quand même un phénomène qui m'avait surpris. Un jour, j'ai posé la question à mon directeur. Je me suis dit, mais ici, je parle anglais dans la cour de récréation, ça ne pose pas de problème. On parle français, mais le lingala, il y a un problème avec le lingala. Oh, le lingala, c'est une langue impolie. Ah bon? Donc, il y a des langues polies et des langues impolies. Est-ce qu'on peut définir, bon, là c'était directement l'argument d'autorité, il dit monsieur elle est en classe. Bon, vous voyez qu'il y a quand même des préceptes qui sont... Oui, c'est vrai, et d'ailleurs, j'aimerais vraiment ici interpeller tous les parents. Combien de fois nous avons grondé nos enfants parce qu'ils parlaient lingala, parce qu'ils parlaient chiluba, parce qu'ils parlaient swahili. Nous avons pensé vouloir faire des petits Belges, des petits Français, en leur imposant de parler français parce que ça faisait bien, ça faisait genre, et l'enfant avait, semble-t-il pour nous, des chances d'évoluer dans la vie parce qu'il parlait français. Eh bien, c'est un acte d'aliénation. Bien sûr. Donc, il ne faut pas nous voiler la face. Nous sommes restés encore aliénés, encore dépendants de la structure mentale que les colonisateurs nous ont imposée. Et c'est ici aussi les lieux d'évoquer un grand penseur, Mabiga Kalanda, qui parlait de l'aliénation mentale, comment nous devons, au Congo-Kinshasa,
nous désaliéner, sortir de ces carcans. Parce que c'est comme quelqu'un qui a un livre et qui a une bibliothèque. La bibliothèque est écrite en langue nationale et les livres en français. Parce qu'il connaît les Français, il se contente de lire un seul livre. Alors que la bibliothèque est écrite à côté, il ne peut pas y accéder parce qu'il n'a pas la langue vernaculaire. Il n'y a pas de langue vernaculaire, il y a des langues nationales, c'est notre langue, c'est notre culture. Alors, quelles sont les grandes difficultés que vous avez eues à Toyekola? Les grandes difficultés, la plus grande, je crois, c'est l'interaction avec l'État. On peut comprendre aujourd'hui que notre État a beaucoup de priorités. On le sait, on a un pays qui est en guerre. Donc on doit comprendre que l'administration est des couacs, certes, mais il y a des difficultés que je dirais de concept. On est tombé sur un notaire qui n'a pas pu concevoir le fait que les statuts de notre association soient en lingala. Il a dit non, je ne peux pas notarier ça. Alors, je me suis posé la question. Ça, c'est une très grande information. Donc, vous avez fait vos statuts en lingala. Oui. Et vous êtes allé chez le notaire. Oui. Il a refusé de notarier ça. Il a dit qu'il ne peut pas le faire. Alors, le verbe pouvoir, c'était pour l'incompétence ou parce qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire? C'est une question, on est toujours pour parler avec lui parce qu'on a dit, là, on y tient mordicus. On préfère travailler d'abord comme ça, de manière informelle, si on peut se contenter, mais de par le principe historique de notre association, on ne peut pas vouloir faire la promotion de la langue et après déposer les documents statutaires en français. Voilà. Je leur ai dit, vraiment, vous imaginez quelqu'un qui veut faire une association pour promouvoir le français qui vous dépose des statuts en chinois? Est-ce que c'est sérieux? Non, donc, est-ce que le notaire, il sait lire le lingala, il a pu le lire tout ça? Bon, le problème, c'est, même s'il ne sait pas le lire, on peut l'accompagner. C'est-à-dire qu'il y a des dictionnaires, on peut... Mais bon, écoutez, une astuce, est-ce que vous ne pouvez pas déposer la version lingala, qui est officielle, et puis une version française, quand même? Ah non, les deux sont là, elles sont en parallèle. Maintenant, lui, il dit, mais qu'est-ce qui me prouve que ce qui est traduit est réellement été bien traduit? Donc maintenant, on est au niveau de la complication, maintenant. Mais on a dit non, bon, en tout cas, on va patienter. Normalement, j'ai vu, il y a eu des débats au Parlement par rapport à ça. Et je crois que nous sommes dans nos droits. Si ce n'est pas un droit, alors on ira plus loin. On poussera les députés qu'il faut sur la scène politique pour justement nous donner le droit de faire ça. Alors, dis-moi, dans les maires du monde, ça se passera comment si jamais votre projet est accepté? Nous faisons quoi en tant que nation? Aujourd'hui, on aura d'abord un système scolaire, un système estudiantin, donc c'est-à-dire les écoles, les universités, même pour les... Donc il faut que ça entre vraiment dans les programmes nationaux. Voilà, les relations avec l'État. Tout l'État devra être lingalisé, partout. Les sciences, la technicité. On est occupé de travailler d'ailleurs sur des lexiques techniques, par exemple. Parce que les gens ne se rendent pas compte que les lingalophones est très productif. Il y a beaucoup de mots que les mécaniciens utilisent qui sont déjà des mots en lingala. Il y a beaucoup, au niveau culinaire d'ailleurs, il n'y a que les ustensiles qui sont dans les langues étrangères. Mais les épices, le temps de cuisson, les modes de cuisson, etc., le nom des recettes, c'est extrêmement riche. Et à ce niveau-là, on va tout faire pour justement maintenant le rationaliser et en faire un corpus scientifique pour le pays. Et d'ailleurs, pour ne pas vous prendre le mot à la bouche, quand on va dans un restaurant aujourd'hui, quand on fait les menus, eh bien, les menus sont faits en lingala. On écrit, voilà, liboke, ngulu ya zamba. Donc, on n'écrit pas le porc de la forêt. Je crois qu'il en perdra en goût, d'ailleurs. Il peut en perdre en goût. C'est que le porc de la forêt, non, ngulu ya zamba. Non, mais les maboké, on écrit. Donc, même à l'intérieur de notre propre système de fonctionnement, nous sommes en train de reconquérir cet espace lingalaphone. Bien sûr. Cet espace, d'ailleurs on écrit, vous voyez même dans les restaurants aujourd'hui, on vous dit cuisine congolaise. Non, nous avons, au lieu de dire les poissons salés, on écrit sur les menus les makayabo. Voilà. Et c'est un processus qui se fait assez naturellement, mais pas assez rapidement par rapport aux objectifs qu'ont le pays. Mais regardez, quand les restaurants que moi je fréquentais il y a ça 10-15 ans, c'était toujours feuilles de manioc. Mais ça a disparu, c'est redevenu pondu. On écrit pondu sur les menus. Voilà. Et je crois que c'est ce processus qu'on doit continuer vers lequel on doit sous-tendre. Et justement, maintenant, on doit aller vers les producteurs de ce savoir-là, qui sont nos mamans cuisinières, qu'on soit plus curieux envers elles, qu'on mette ça en valeur.
Parce que les gens ne se rendent pas compte que c'est là où il y a la richesse. Dès que vous produisez vos propres connaissances, mais d'abord de un, vous les produisez, c'est pour vous, donc c'est à vos propres fins, ça vous rend indépendant. Et d'ailleurs, quand vous allez à l'extérieur du pays, vous allez en France, en Belgique, en Afrique du Sud, ou partout il y a des Congolais, si on vous invite à une table et que vous voyez le pondou aux États-Unis ou en France, c'est un régal terrible. Hein? Et je me rappelle d'ailleurs, à l'époque, il y a plus de 20 ans, on avait fait 52 jours à Sun City. Et on était dans des hôtels vraiment chic et tout. Et puis un samedi, nous avons appris qu'il y a une maman qui venait de Johannesburg qui avait fait un restaurant, un maléo quoi. Hein? Et elle vendait les foufous, les piodis, tout ça, vers le village à côté de Sun City. Bon, nous, en tant que journalistes, nous sommes partis, hein, curieux. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé des députés, des ministres, des anciens, donc quelqu'un que vous connaissez très bien, qui vous est très proche. Oui. On s'est retrouvés en train d'attendre les foufous de cette maman-là. Donc nous sommes quand même un peuple attaché à des valeurs traditionnelles que nous avons voulu négliger par mimétisme et par aliénation mentale. Donc aujourd'hui, ces choses-là ont un appel puissant. Ces choses nous appellent vers leur reconquête et c'est une bonne chose que des hommes comme vous puissiez offrir le cadre de reconquête. Alors, dites-moi un peu, est-ce que vous avez déjà parlé à une autorité de tout ça? Le ministre, ministre de l'enseignement primaire, par exemple, le ministre de l'Éducation? Pas encore. Bon, on a quand même quelques relations par rapport à certaines autorités du pays. On en a parlé de manière informelle. Et on se limite à l'informel pour l'instant. Pourquoi? Parce que nous, on veut venir maintenant avec une démonstration, mais qui était dans le temps. Je crois qu'après une année de Toyekola, c'est là maintenant qu'on va venir montrer à l'État ce qu'on a été capable de faire. Pourquoi? Parce que dans notre pays, on a un défaut. On est très fort sur projet. Je crois que si on regarde le nombre de maquettes qu'il y a eu pour ce pays ici, on serait déjà au firmament du développement. Mais quand on passe à la pratique, en général, ça pose beaucoup de problèmes. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai vécu très souvent. Et dans le milieu associatif, je ne voudrais pas reproduire la même tare. Donc, je veux absolument montrer aux gens qu'on est capable de le faire, qu'on est capable de produire, qu'effectivement, c'est émancipant. Pour la petite histoire, nous, par exemple, à Toyekola, la plupart des enfants qui ont moins de 12 ans connaissent l'histoire de Lumumba. La plupart. Donc, quand je dis la plupart, on est au-dessus de 90%. Et quand vous posez des questions sur qui était Lumumba, il y a des réponses, certes, enfantines, mais qui sont très révélatrices. Lumumba azalaka teti makasi, matoi mangongi, ti abotelaka ba belge moka. Bon, voilà. Ba belge baboma Lumumba po balingaka biso te. Un enfant, au moins qui est conscient du côté belliqueux des relations historiques qu'on a eues avec la Belgique. Je me rappellerai encore d'un autre enfant avec lequel on parlait, qui dit non. Donc, je vais le faire en français pour les francophones, mais que pour bien gérer là où on a besoin de commencer à produire plus de policiers. Et je vois qu'il y a beaucoup de trous aussi dans la ville. On a besoin de produire plus d'ingénieurs. Moi, je dois aller commencer à l'étudier à l'INBTP. L'enfant c'était une fillette. Hein. En général, d'ailleurs, les enfants qui brillent le plus, ce sont les filles, je ne sais pas pourquoi. Elle avait 7 ans. Donc, quand vous parlez dans leur langue à ces enfants-là, leur génie se libère. Parce que, quelle est la réalité de Kingasani? À Kingasani, on ne parle français nulle part. Sauf à l'école. Donc, vous avez créé un microcosme totalement ex nihilo. Donc, vous n'êtes plus au Congo pendant 8 heures par jour. Vous faites des choses comme totalement incompréhensibles. Vous dédoublez les difficultés d'appréhension de la science parce que l'enfant ne parle pas français. Donc, d'abord, apprendre le français pour apprendre ce que vous voulez lui apprendre. Donc, il y a une double difficulté. Voilà, et c'est castrateur. Alors, évidemment, nous arrivons à la fin de ce programme. C'est allé très vite, hein, M. Ntali Tisambo. Vous êtes un homme consciencieux, vous êtes certainement déterminé, mais il faudra d'une manière ou d'une autre que ce que vous avez entrepris ce soir dans cette émission puisse avoir un écho favorable. Quel est le message que vous voulez passer ce soir? D'abord aux Congolais en général, ensuite aux autorités. Aux Congolais en général, qu'ils passent cette étape de la peur. Parce que moi, j'ai l'impression que le Congolais a peur de s'assumer pleinement.
Aujourd'hui, être Mukusu, Mushi, Muluba, il faut Yaka, le consommer, tout ça. il faut le consommer, même pas jusqu'aux années 60, jusqu'aux origines. Ça vous donnera la culture générale nécessaire pour aujourd'hui mettre vos familles, l'intellect, le pays sur le bon départ. Donc ça, c'est la bonne des choses. Et pour le faire, vous ne pouvez pas le faire si vous ne connaissez pas votre langue. C'est impossible. Ce qui est demandé aux parents aujourd'hui, parler aux enfants de leur origine. Voilà. Beaucoup d'enfants, vous demandez, mais vous êtes d'où? Mon père, c'est mon père. Hein. Mon père est du Kasaï. Mon père est de Bakwang. Mais vous êtes d'où? Ah, ça, c'est mon père est Moulouba et ma mère est Moussaka. Mais vous-même, vous êtes qui? Ah bon, moi, je suis né ici. Hein. Donc, même l'arbre généalogique est très important. N'est pas enseigné. Oui. Les parents nous devons faire un effort pour dire à nos enfants que nous ne sommes pas leurs premiers ancêtres, qu'il y a avant nous des gens qui sont battus pour que le nom qu'ils portent leur arrive. Bien sûr. Et aux autorités. Aux autorités, qu'ils poursuivent le chemin de Lumumba. C'est-à-dire, maintenant que l'indépendance politique a été acquérie, au prix du sang, mais qu'on aille maintenant dans l'indépendance mentale, quel qu'en soit le coût. Et ça passe par les langues, ça passe par le système politique, ça passe par la science, ça passe par tout. Aujourd'hui, il n'y a aucune équation qui peut nous prouver que c'est la démocratie qui amènera ce chemin à la prospérité. Aucune. Alors, réfléchissons et émancipons-nous. Si c'est avec ça qu'on ira comme chemin, tant mieux. Mais cela doit être remis en question. Il n'y a aucun legs des invasions belges que nous allons prendre pour acquis pour ce pays. Aucun. D'ailleurs, la preuve en est, hein, la plupart des legs sont des pièges. Donc, la langue aujourd'hui, vu que la langue qu'on nous a laissée officiellement était le français, et qu'on voit qu'elle pose des problèmes hein, pour pouvoir travailler, pour pouvoir être en contact avec la population, aujourd'hui, essayer de percevoir une taxe étatique dans un marché en français, c'est impossible. Vous ne pouvez pas expliquer à un moment maraîchère que vous devez payer l'impôt si vous ne parlez pas une langue congolaise, dans quelle que soit la ville ou le village du pays. Donc, qu'ils soient conscients de cette problématique-là, qu'ils remettent les langues congolaises au firmament excusez-moi, au firmament du pays, et qu'ils s'assument. C'est vraiment qu'ils s'assument. Nous devons nous assumer donc en tant que nation. Merci beaucoup, Tale Chisambo, CEO de MITC, mais aussi surtout animateur principal de cette ASBL Toyekola. Et nous avons ce soir eu le bonheur de vous avoir ici. Et vous avez réveillé dans cette population, je crois que surtout dans l'élite, cette révolte. Qu'avons-nous fait de nous-mêmes? Comment sommes-nous arrivés à refuser à nos enfants d'apprendre les langues nationales au profit d'une langue de domination, une langue qui nous a quand même asservi pendant des siècles. Il est donc temps que nous tous, en tant que nation, nous puissions ainsi regarder nos langues locales comme des vecteurs de liberté, parce que c'est un peu ces langues-là qui viennent ouvrir les prisons mentales dans lesquelles parfois le français, l'anglais, l'espagnol, le chinois nous enferment, parce que nous devons d'abord apprendre une langue avant d'apprendre la technologie ou la science ou le savoir. Et pourtant, nous parlons nos langues de manière très facile, très naturelle. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir que j'ai vraiment partagé. Voilà, chers critiques, c'est fini pour ce soir. J'ai beaucoup plus parlé que mon invité. Bon, c'est chose qui arrive, parce que la thématique qu'il a aujourd'hui amenée était une thématique de manière puissante. Elle était une thématique d'interpellation, et je crois que nous avons tous ensemble été interpellés de l'effort que nous devons faire. Regardez autour de nous, regardons nos enfants, quelle langue ils parlent. Au revoir et à la prochaine. Ça va? Ah, bien.